Alors on se retrouve aujourd'hui pour la reprise de la Wasp 10. Je vous avais fait 4 vidéos que je vous conseille de regarder, que je vous mettrai comme d'habitude dans la description, l'ensemble des ressources. Donc on avait vu le Command Injection, le Broken Authentication, le SDE, Sensitive Data Exposure, on a les XML, différents types d'XML même, ce qu'étaient les Extensible Markup Language, voir les trois grandes familles de d'attaques XML comme le DTD, le XXE payload et enfin comment les exploiter. Là maintenant on va passer aux contrôles d'accès qui sont défaillants. Donc comment ça se passe? Euh, Pop, pop, pop. Je vais vous faire une petite introduction. Donc grosso modo, euh, là on va faire donc de la sécurité d'applications web. Le WASP, pour rappel, c'est une fondation open source, donc qui se focalise sur la sécurité des applications web. Et chaque année, ils font une liste en fait des 10 vulnérabilités les pires qu'on peut trouver sur Internet, et ils œuvrent pour sécuriser au mieux les applications sur Internet. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que ça fonctionne tout le temps comme ça. Euh, on parle d'injection en programmation. Donc les commandes et les données sont opérées à partir d'un code qui est défini. Donc le code vient être interprété et ensuite ça exécute le programme. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, quand vous allez sur un formulaire ou une mire de connexion pour soit vous inscrire, soit vous connecter, très, eh ben, qu'est-ce que vous donnez? Vous mettez de la donnée. Par exemple, ça va être le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Et ça va servir en fait de commande qui va être injecté dans le code de l'application et qui va être interprété. Ces données vont être interprétées et là c'est très simple. Soit l'utilisateur et le mot de passe correspondent, soit ils ne correspondent pas. Et ça va faire deux actions. Le programme va vous dire bienvenue Saltimbanque si vous vous connectez au site avec le bon mot de passe. Et si vous utilisez Saltimbanque comme utilisateur et le mauvais mot de passe, un autre exemple, il va vous dire non, veuillez vérifier votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe. Mais ça, en fait, tous les endroits en fait où on peut injecter de la donnée, écrire de la donnée, eh ben ça veut dire qu'elles sont susceptibles d'attaques par injection. Donc les attaques par injection peuvent être multiples. On a des SQLI, donc des injections en langage SQL. On a du LDP injection, de l'OS injection, du XPath injection, etc., etc., etc. Donc, on verra en détail à quoi elles correspondent. Mais comment on peut prévenir ce genre d'attaque? Eh ben, en fait, il faut blacklister ou whitelister certains caractères spéciaux, et bien convertir les données en fonction des types et des longueurs en bits. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'input validation. C'est que il faut s'assurer que la donnée qui est en entrée n'est pas mal configurée, n'est pas mal formée, puisque via des caractères mal formés ou des chaînes de caractères mal formées, on va pouvoir faire ces différentes attaques par injection. Il faut aussi vérifier tout ce qui est conditions au niveau de la programmation et des procédures au niveau de l'interprétation du code et son exécution. Donc, comment on va passer les paramètres? Est-ce que ça va être, par exemple, bah, dans la barre d'URL où on va faire une requête post, etc., etc. Donc tout ça, c'est des procédures qui doivent être stockées et dont on peut requêter et qui doivent être bien définies déjà en amont du projet. C'est-à-dire que les web développeurs, quand ils vont écrire leur application, il faut penser à toutes ces conditions pour que le code soit robuste. Il faut faire des tests aussi d'audit du code pour s'assurer que ces de mauvaises actions, entre guillemets, par un utilisateur tiers ne seront pas possibles.
Et on a une troisième règle, c'est ce qu'on appelle le least privilege, c'est la technique du moindre privilège, c'est-à-dire on va gérer les niveaux d'accès. Vous aurez besoin uniquement de la ressource que dont vous avez besoin en fait, grosso modo, en fonction de votre niveau d'accès. Vous êtes utilisateur simple, vous aurez accès aux ressources simples. Vous serez administrateur, là, bien sûr, vous aurez un niveau d'accès supérieur, donc vous aurez accès à d'autres informations. Mais on va essayer de bien compartimenter tout ça. Là, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle donc le Broken Authentication et le Session Management Authentication, pardon. Donc, si jamais le système d'authentification est cassé, et tout ça, c'est géré en fait par l'authentification des sessions, c'est sa gestion. Donc ces techniques, ça permet quoi? En fait, ça permet de vérifier que vous prétendez bien être qui vous êtes. C'est-à-dire que on commence une session avec un utilisateur pardon, qui est authentifié avec son compte et son mot de passe. Si c'est le cas, bah, ça va lui donner les ressources. Mais les ressources, ça va être les ressources de son compte. En effet, je vous donne un exemple très trivial. Quand vous vous connectez au compte de votre banque, eh ben, il suffirait qu'une personne mal intentionnée commence à modifier Burp Suite ou les paramètres dans l'adresse URL pour aller taper sur un compte en banque qui lui appartient. Et comment le secteur bancaire, eh ben, on veut la confidentialité des données. En effet, c'est le dernier truc qu'on a envie qui se passe. C'est-à-dire que Bob puisse aller consulter le compte de Bobby. Puisque Bob, c'est pas Bobby. Pareil, si jamais vous pouvez induire les utilisateurs à cliquer sur certaines adresses email ou faire certains appels en leur demandant des mots de passe, donc là on va avoir une attaque plutôt par phishing, par social engineering, on peut récupérer parfois des mots de passe et usurper l'identité. Donc il y a différents types d'attaques qui se concentrent en effet sur acquérir quoi? Bah, déjà, c'est le point d'entrée dans le système. Et le point d'entrée dans le système, eh ben, dans une banque, ça sera peut-être votre numéro de RIB, de CCP et un code secret qu'on vous aura fourni à la création de votre compte chèque postal. Ok? Mais ça peut être aussi des attaques automatisées, puisque vous savez que maintenant on a des botnets, donc des ordinateurs qui scannent, qui scrapent, on dit du scrapping, qui vont énumérer toutes les machines qui sont sur l'internet et avec la puissance de calcul qui peut être en fait collectée, en fait automatisée, on peut faire des nœuds d'ordinateurs surpuissants avec des cartes graphiques très puissantes et pour automatiser les attaques. Et qu'est-ce que vont faire les robots? Eh ben, ils vont chercher des champs sur les sites web et faire du brute force sur l'ensemble des champs. Il y aura deux champs, un champ user, un champ password. Eh ben, ils vont automatiquement se connecter à l'application web et essayer de forcer ces deux clés. La clé utilisateur, la clé password. Pourquoi? Parce que si vous retrouvez la bonne clé utilisateur avec la bonne clé mot de passe, bah, vous pouvez vous connecter au système. C'est aussi simple que ça. Donc on voit de plus en plus des attaques qui sont automatisées. C'est ce qu'on appelle le credential stuffing. C'est on va essayer de se focaliser uniquement sur l'identité de la personne. Alors on pourra essayer de deviner par exemple quel est son mot de passe en fonction de ses goûts, le nom de son chien, de son chat, de ses enfants, de sa femme, et j'en passe et des meilleurs. Donc c'est pour ça que certains font plutôt de l'ingénierie sociale, du phishing, en essayant de même du spear phishing, qui est une technique encore plus évoluée que le phishing, puisque là on aurait fait une phase totale de reconnaissance sur l'individu grâce aux réseaux sociaux pour essayer d'acquérir un maximum d'informations sur la cible avant de l'attaquer. Donc très souvent, malheureusement, on est tous pareils, on est humain, on a envie de se simplifier la vie, on utilise des passwords, des mots de passe qui sont faibles, donc qui sont pas très complexes, et on les réutilise sur Internet. Donc ça, c'est pas bon, puisque vous savez qu'une data breach, s'il y a une brèche dans une base de données, eh ben, votre mot de passe se retrouve dans la nature, et qu'est-ce que vont faire les hackers? Eh ben, ils vont essayer, par des attaques, par brute force, de tester ce mot de passe sur un maximum de sites, des sites généralement connus.
Donc ça, c'est un type d'attaque et puis il y a aussi une attaque en termes d'ingénierie logicielle. C'est ce qu'on appelle la broken application logic. On va essayer de comprendre la logique applicative, métier de l'application, l'application web, pour essayer de comprendre comment elle fonctionne, notamment comprendre les systèmes d'authentification et essayer de les casser. S'il y a du chiffrement, essayer de casser le chiffrement et si on arrive à comprendre l'algorithme qui fait fonctionner l'application, grosso modo, on fait de l'ingénierie inverse, on pourra trouver des failles pour rentrer dans le système en fait et soit usurper l'identité, soit carrément casser le système d'authentification et le fonctionnement intrinsèque en fait de l'application. Donc un exemple qui est plus aussi facile, mais il y a 10-15 ans, on peut faire semblant d'oublier un mot de passe, demander le mécanisme de reset, de réinitialisation du mot de passe, et là, le hacker prétendait qu'il avait changé d'adresse mail ou de numéro de téléphone pour avoir le code d'authentification renvoyé soit sur son smartphone, soit sur une adresse mail bidon, peu importe. Donc il y a des solutions pour faire tout ça. Il faut limiter le nombre d'essais sur un champ. Il faut utiliser des mots de passe forts. Il faut chiffrer les mots de passe constamment et faire du 2FA. Donc c'est le Two-Factor Authentication, authentification de facteurs, pour que l'utilisateur utilise son mot de passe comme d'habitude, mais qu'on ait un OTP. L'OTP va vous générer en gros un token, une clé de chiffrement annexe qui se réinitialisera au bout d'un certain temps et qui est chiffré. Et c'est basé sur des formules mathématiques en fait, hein. C'est un algorithme. Donc, le reste, je ne vais pas vous en parler parce qu'on le verra plus tard. Mais voilà déjà le principe. Donc, comment ça se passe? On va revenir sur notre exemple de la banque. C'est assez parlant et puis je pense que ça arrivera à convaincre tout le monde puisque on le fait constamment. Aller sur notre banque, consulter notre solde, grosso modo, comment ça marche d'une façon très triviale. Donc là, on va voir LIDOR. LIDOR, c'est contrôle d'accès interrompu. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a Bob, ça c'est le compte de Bob, ça c'est le compte de Charles. Ok. Bob et Charles, ils sont dans une base de données en fait. Et bah, Bob, il est l'ID 1000, c'est son identifiant personnel. Et Charles, il est 1001. Donc, partons du principe que Bob est honnête. Ça, il y a deux versions. Là, la version du haut, c'est Bob est honnête. Et la version du bas, c'est Bob est malhonnête. Si Bob est honnête, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va laisser son application sur son téléphone ou via le portail web de sa banque agir normalement, entre guillemets, hein. Il s'identifie, il demande tous les documents qui ont l'ID 1000, puisque Bob, il a l'ID 1000, et la banque, la base de données de la banque lui dit, bah écoute Bob, tu veux consulter ton solde, voilà les dernières opérations bancaires euh, pour toi, sur ton CCP. Donc là, il récupère ces données, il est content. Mais faut pas oublier qu'un acteur tiers peut aussi agir de façon malveillante. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, si jamais c'est dans une URL et qu'il y a par exemple un paramètre qui met en clair, je sais pas, UID 1000, si Bob décide de mettre 1001 et que l'application est mal configurée ou ne vérifie pas les paramètres qui sont rentrés dans l'URL, eh ben là, Bob, vu qu'il a tapé 1001 au lieu de 1000, eh ben c'est les données de Charles qui va venir récupérer. Et là, c'est pas bon parce que c'est pas l'utilisateur et c'est pas le même utilisateur. Donc là, on a une personne tierce qui arrive à accéder aux données fiduciaires, ce que vous voulez, les résultats, le compte en banque d'une autre personne via cette technique. Donc ça, on appelle ça LIDOR ou l'Insecure Direct Object Reference. Donc c'est le fait d'exploiter une mauvaise configuration dont la façon, dont l'entrée, donc l'input, bon, l'entrée c'est quoi? Bah, ça va générer de la data et cette data, comme je vous disais tout à l'heure, va être interprétée par
le l'application web, par le code, pour accéder à des ressources auxquelles vous ne pourriez normalement pas accéder. IDOR est un type de vulnérabilité de contrôle d'accès. Par exemple, disons-nous que nous nous connectons à notre compte bancaire, on peut être authentifié correctement, on est redirigé vers, par exemple, HTTPS, exemple, bank account, number 1, 2, 3, 4. Sur cette page, nous pouvons voir toutes nos coordonnées bancaires importantes et un utilisateur ferait tout ce dont il a besoin au quotidien et se déplacerait sur le site en pensant que rien ne va. Oui, si jamais il a un problème bancaire. Mais bon, donc là, l'utilisateur est authentifié, il est content, il accède à son compte en banque. C'est bien lui. Deuxième point, comme je vous ai dit, par contre, si on commence à modifier l'adresse, ça peut être dangereux. Si on qu'un pirate est en mesure de changer le paramètre account number, et à la fin, dans l'URL, au lieu de mettre 1, 2, 3, il va mettre 1, 2, 3, 5, et que le site est mal configuré, comme je vous le disais, eh ben, il aura accès aux informations bancaires de quelqu'un d'autre. Donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne. On va déployer la machine. Et on va se connecter avec le compte utilisateur Noot et le mot de passe test 1, 2, 3, 4. Donc on va voir, là je l'ai déjà fait, mais on va voir comment on peut récupérer tout simplement le drapeau. Donc, en attendant, je vais vous parler de ça. Donc, les mauvaises configurations de sécurité. Les erreurs de configuration de sécurité sont distinctes des autres 10 principales vulnérabilités car elles produisent lorsque la sécurité aurait pu être configurée correctement, mais qu'elle ne l'a pas été. Les erreurs de configuration de sécurité incluent des autorisations mal configurées sur les services cloud, comme les S3 buckets sur les serveurs Amazon, compartiment S3, avoir des formalités inutiles activées comme des services, des pages, des comptes ou des privilèges, compte par défaut avec des mots de passe inchangés. Très souvent, vous achetez un routeur, vous achetez un équipement, un IoT, et vous oubliez de changer le mot de passe par défaut. Donc là, votre machine va se faire scanner à partir de Shodan, c'est le meilleur exemple, et on va venir pirater vos équipements. Donc tout le temps, changer le compte par défaut, jamais laisser un compte par défaut. C'est de la folie. Et le premier truc que va faire un hacker, c'est aller utiliser les comptes par défaut d'une application ou d'un hardware. Si c'est un routeur, il va chercher le mot de passe par défaut du routeur. Donc message d'erreur trop détaillé. En effet, on peut récupérer énormément d'informations en faisant du troubleshooting, comme on dit en anglais, en essayant de récupérer des messages d'erreur. On va en apprendre un peu plus sur la cartographie, sur la logique de programmation, sur les algorithmes utilisés, sur les chiffrements utilisés, sur les principes d'authentification qui sont utilisés, etc., etc. Et donc, ça permet de faire du reverse engineering à un attaquant, de l'ingénierie inverse en bon français, et d'en apprendre plus sur le système. Et ne pas utiliser les entêtes de sécurité HTTP ou relever trop de détails dans l'entête d'un serveur HTTP. Donc, on continuera, mais là, on va voir donc notre petite machine et voir comment ça marche. C'est très simple, mais parfois les attaques les meilleures sont les plus simples. Donc moi, je suis note et mon mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. Et avec la VPN. Donc, jusqu'ici, tout va bien. On part du principe que, alors, rentrons dans le jeu. Notre viewer, c'est un CMS. Ça permet d'héberger des données sur Internet et de faire des petits papiers, comme une sorte de blog. Partons du principe que c'est pas notre viewer, mais que c'est une banque. Et que je me connecte à la banque avec mon utilisateur et mon mot de passe, qui est le test 1, 2, 3, 4. Test 1, 2, 3 ou 1, 2, 3.
Donc là, il n'y a pas de souci. J'accède à mon compte en banque et là, il me dit je suis neutre. En effet, imaginons que là, j'ai mon compte bancaire. Mais comme je vous disais, qu'est-ce que ça fait si on fait du fuzzing et on teste toutes les possibilités? Là, j'accède à des ressources qui sont pas présentes, heureusement, mais qui pourraient très bien être à Madame Michu et j'irai consulter tous les comptes de quelqu'un d'autre en fait, qui m'appartiennent pas. Donc on va essayer 7, 8, vous voyez où je veux en venir, on fait du fuzzing, et ça on peut l'automatiser avec Burp Suite, et on va lui dire dans Burp, bah écoute, note cette variable, tu vas me tester de, je sais pas, de 0 à 2500. Et on va faire un intervalle mathématique, et il va tester toutes les possibilités, par brute force. Donc là je le fais à la main, ce qu'on appelle du fuzzing. 9, pour l'instant toujours rien. De 0 à là 0, j'accède à une ressource qui n'est pas autorisée. Donc on voit bien que via les paramètres dans l'URL, eh ben, on a placé le système d'authentification, puisque le système d'authentification part du principe que l'acteur n'est pas malveillant, qui ne va pas commencer à faire du tampering, comme on dit, commencer à modifier à la volée les paramètres pour essayer de faire une intrusion dans le système. Et ben là, vous voyez qu'un simple paramètre, avec une application très simple, heureusement, sur votre banque, ça ne marchera pas comme ça, à moins que ça soit vraiment des branques. Mais dans le passé, je vous dis 10-15 ans, c'était très courant. Et par exemple, il y avait un hacker qui allait sur le site d'AT&T, donc la plus grosse compagnie de télécommunications américaine, et qui en se connectant à son compte a commencé à modifier les paramètres dans l'URL et il a accédé en fait à toutes les informations de la base de données d'AT&T. Donc il avait tout, il avait le nom de la personne, son adresse, adresse de facturation, le type de d'équipement qui était vendu à la personne, que ça soit des particuliers ou des entreprises. Il avait accès à plus de, je sais plus, je crois 200, 300 millions d'abonnés. Donc c'était vraiment un truc dingue. Et AT&T, les gars, ils sont bons en informatique, ils bossent dans la télécommunication. En théorie, ça aurait pas dû arriver à une telle boîte qui a une telle renommée et en plus qui bosse un peu dans le milieu. Hein. Ils doivent connaître la cybersécurité. Eh ben non. Donc vous voyez que il suffit que le développeur, le web développeur n'ait pas prévu ce type d'attaque pour que très simplement on accède euh, à des ressources qui ne sont pas partagées et donc c'est une intrusion. On accède, c'est le premier principe que je vous ai dit, pour compartimenter les informations et le moindre privilège, least privilege. Et ben là, c'est pas le cas. Donc ça c'est un exemple très simple. Après on va voir maintenant les autres types d'attaques. Donc je vous ai parlé un petit peu au début des problèmes de mauvaise configuration, ce qu'on appelle le security misconfiguration. Maintenant, on va voir le reste. Et on va finir donc cette vulnérabilité. Tout ce que je vous disais avant, souvent entraîner davantage de vulnérabilités, telles que les informations d'identification par défaut. Eh ben oui, peuvent vous donner des données sensibles. Le XXE ou l'injection de commande sur les pages d'administration. Donc je vous mettrai toutes les ressources, allez voir toutes ces failles, vous les utiliserez souvent et il est bon de les connaître pour pouvoir s'en défendre, tout simplement. Ensuite, mot de passe par défaut, je vous ai dit, ça s'appuie. Donc, on va voir comment on peut utiliser cette technique de mot de passe par défaut pour faire du leverage, c'est-à-dire élever, escalader nos privilèges sur la machine. Donc, ça peut être un appareil embarqué, ça peut être des internets des objets, des IoT, ça peut être un routeur, ça peut être n'importe quoi. Donc, il est facile d'imaginer le risque des informations d'identification par défaut d'un point de vue d'un attaquant. Pouvoir accéder au tableau de bord d'administration dans une usine, une centrale, aux services conçus par les administrateurs système sur un routeur, ou les fabricants sur un IoT, ou même à l'infrastructure réseau pour être incroyablement utile pour attaquer une entreprise. C'est un point d'entrée au niveau de la cyberattaque, un vecteur sur la surface d'attaque. Donc de l'exposition des données à des RCE, donc exécution de code arbitraire à distance, les effets des informations d'identification par défaut peuvent être très graves. En 2016, on a DIN, fournisseur DNS, qui a été mis hors ligne par une des attaques DDoS, donc attaque de
euh, déni de service distribués. Ça se fait sur plein de machines. Donc les plus mémorables des 10 dernières années. Le trafic provenait principalement de l'Internet des objets et des périphériques réseau, tels que des routeurs et des modems, infectés par le malware Mirai. Comment le malware a-t-il envahi les systèmes? Bah, mot de passe par défaut. Le logiciel malveillant avait une liste de 63 paires. Les paires, donc qui dit paire dit deux clés, clé principale, clé secondaire. Première clé, utilisateur. Seconde clé, mot de passe. Il va tester 63 paires de mots de passe, du brute force, et il a tenté de se connecter au service Telnet, très vieux protocole, donc mal sécurisé. Il faut éviter un tant soit peu Telnet, c'est désuet. C'est un protocole qui a plus de 50 ans utilisé. Et l'attaque DDoS a été remarquable car elle a mis en ligne en fait de nombreux grands sites web que vous connaissez sûrement, les GAFAM et d'autres, Amazon, Twitter, Netflix, GitHub, Xbox Live, PlayStation Network et bien d'autres services se sont déconnectés pendant plusieurs heures lors de 3 vagues d'attaques DDoS sur Didi. Donc on va voir le principe de Security Misconfiguration et on va lancer notre petite VM et voir comment ça déploie la machine. Ah non, c'est pas la XSS. Merde, putain. Donc au cas où vous exposez vos données et qu'il y a une brèche, c'est pour ça qu'il faut tout le temps chiffrer vos données, il faut les encrypter pour les stocker et les envoyer. Donc que ça soit en- pour la communication, on va utiliser du SSL, Secure Socket Layer, ou du TLS, donc Transport Layer Security. Euh, on va chiffrer aussi via des algorithmes plutôt costauds, je sais pas, du SHA-512, SHA-256, ou même 1024, 2048, 4096. Et on va utiliser, grâce à la cryptographie, donc bah, le principe de clé. Et il faut avoir la clé pour pouvoir déchiffrer bah, l'algorithme et récupérer les données. Donc c'est toujours possible euh, d'avoir une brèche de données, mais si jamais on récupère les données, elles sont pas en clair, elles sont chiffrées, et donc il faudra les déchiffrer avant qu'elles soient par exemple revendues sur Internet. Donc tout ça, ça passe par ce qu'on appelle les standards PCI, qui régulent en fait bah, l'activité sur Internet, tout ce qui est loi et régulation. Donc ça, c'est le cadre juridique et, euh, et légal. Et il faut réduire le périmètre. Donc avoir tout le temps ce principe de périmètre, de scope, et toujours procéder, collecter, enregistrer les données avec le, le moins de données en fait requises possible. Il faut que ça soit épuré. Et toujours donc chiffrer les données et les transmettre. Je vous ai parlé du TLS qui est le successeur du SSL ou du HTTPS. Et HTTPS c'est quoi? Bah, c'est du HTTP plus une couche TLS qui va sécuriser, chiffrer. On a le HSTS, ça c'est quoi? C'est du HTTP Strict Transport Security. Et le HSTS en fait convertit toutes les connexions HTTP en HTTPS. Donc ça, c'est vraiment les bases lorsqu'on parle de sécurité des communications, des transmissions et de l'enregistrement au niveau d'une application web. Donc c'est parti. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah, tout simplement, je vais me connecter. Et qu'est-ce que je vais faire par défaut? Je vous ai dit admin, admin. Deuxième phase, je prends le nom de l'application, je fais de la reco au site. Ok,
Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, il y en a d'autres qui l'ont fait. Grosso modo, Pensive. Note pensive, c'est quoi? Bah, c'est un CRM, ça permet d'héberger en fait des notes, ce que vous voulez, du contenu. Et bah, le premier truc à faire, vous voyez, c'est Creds en abrégé. Et là, on a Ninja qui, qui doit faire, à mon avis, des CTF assez souvent. Et il nous le dit, bah écoute Coco, pensive, pensive note. Donc ça, c'est le mot de passe. L'autre, c'est l'utilisateur. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire là? Bah, tout simplement utiliser eh ben, le mot de passe par défaut. Ça craint, puisque là, il n'a pas été changé. Et vous voyez qu'en quelques secondes, on attaque le système, on accède aux données. On récupère le flag et il dit, ouais, bah, j'ai mis les mots de passe par défaut, je sais que c'est une faille de sécurité, mais vous inquiétez pas, je vais le changer bientôt. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on peut changer le password, et là c'est encore plus grave, puisque non seulement on va bah, se connecter au système d'information, mais en plus on va virer l'administrateur, puisque l'administrateur, en fait, je vais changer, moi ça va être admin. Admin. Voilà. Et là, bah, ça craint à mort, puisque le hacker vient d'éjecter même l'administrateur. Et encore pire, si il accède au file system, il peut effacer le compte de l'administrateur et s'en créer un autre, et c'est lui qui deviendra administrateur à la place de l'administrateur. Je sais pas si vous voyez le délire. Admin, bah voilà. Maintenant, pardon, pensive, voilà. Là, on s'est connecté avec le compte par défaut, et en plus, on a changé le mot de passe pour virer eh ben, l'utilisateur. Et là, en l'occurrence, bah, on a pris la place de l'administrateur. On peut se faire passer par usurper l'identité de l'admin. Donc on voit un petit peu les dangers. C'est très simple, c'est des cas concrets, mais c'est pour vous apprendre toute la théorie et puis la logique derrière tout ça, derrière ce type d'attaque. Maintenant on va passer au XSS. Donc là c'est un petit peu plus costaud et on va voir comment on peut faire des attaques qu'on appelle du cross-site scripting. Donc vous allez voir qu'il y a trois types d'attaques. On a les store-based, on a les reflected-based, et on a les DOM-based. On va voir, chacune a ses spécificités et doit être utilisée dans un cas précis, tout simplement. Donc les scripts intersites, c'est pour ça qu'on les appelle cross-site scripting, script intersite, en attaque par script intersite en bon français, c'est une vulnérabilité de sécurité que l'on trouve généralement dans les applications web. C'est un type d'injection, donc ça fait partie de la grande famille des attaques par injection, injection attack, qui peut permettre à un attaquant d'exécuter malveillant et de les faire exécuter sur la machine d'une victime. Il y a beaucoup d'attaques de ce type, pardon. Par exemple, récemment, bah, ça a été, vous pouvez mettre du code source sur un blog ou sur, je sais pas, un site web, genre un journal, un quotidien, du site du Monde, par exemple, et vous allez laisser un commentaire, sauf que dans le commentaire, il y aura un script malicieux qui va se charger au niveau bah, du serveur. Ça sera par exemple le store XSS, et à chaque fois que les utilisateurs vont aller consulter l'article, ou consulter leur compte en banque, ou aller laisser un petit message sur le blog en question, eh ben ils vont se faire pirater. Ça peut lancer automatiquement des attaques euh, de déni de service, etc., etc. Donc une application web est vulnérable à XSS si elle utilise une entrée utilisateur non contrôlée. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention. XSS est possible en JavaScript, en Virtual Basic, en Flash et en CSS. Donc il y a trois types d'attaques. Les stored, donc celles qui sont stockées, c'est les plus dangereuses. C'est là qu'une chaîne malveillante provient de la base de données du site. Cela se produit souvent lorsqu'un site web autorise une entrée utilisateur qui n'a pas été nettoyée. C'est ce qu'on appelle les parties défectueuses d'une entrée utilisateur et qu'elles sont insérées dans la base de données. Donc je vous ai dit, on peut insérer des caractères spéciaux, on peut insérer du script à la place, par exemple, de mettre photo et euh, test 1, 2, 3. Eh ben, je vais ouvrir des balises, je vais écrire du code, et ce code, malheureusement, comme on l'a vu
dans notre exemple, bah, qu'est-ce qu'il est? La machine le comprend, il va être interprété. On va mal former par exemple du code XML en entrée qui va être interprété par l'application et qui va être traité par le XML parser et bah, ça se retrouve en base de données. Et du coup, on se retrouve avec des scripts malicieux, une attaque résidente dans la base de données. Mais pire, à chaque fois qu'un utilisateur maintenant ira requêter via l'application dans ces données, eh ben, elles seront renvoyées à l'utilisateur et potentiellement ça pourra le pirater. Donc c'est une attaque redoutable. Donner un ordre d'idée, en 2003-2004, elle était à la 25e place de l'OWASP. Et là, en 2016, à partir de 2016, donc ça fait maintenant 5 ans, elle fait partie des failles les deux ou trois au niveau du classement. Elle est redoutable. On peut faire énormément de choses. Donc, on voit que les attaques euh, cross-site scripting et XML, NTT, bah, se sont développées et sont devenues vraiment beaucoup plus importantes, beaucoup plus sophistiquées. Ensuite, on a les reflected. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on parle de réflexion. Réflexion, elles sont réfléchies parce qu'en fait, on va se servir d'un autre serveur, d'une ressource distante pour attaquer le serveur cible. Donc comment ça se passe? La charge utilement violente fait partie des demandes des victimes au site web. Le site web inclut cette charge utile en réponse à l'utilisateur. Pour résumer, un attaquant doit inciter une victime à cliquer sur une URL pour exécuter sa charge malveillante. Le DOM-based, DOM c'est quoi? Bah, c'est le Document Object Model qui est utilisé partout dans le HTML, dans les langages de programmation qui sont orientés, comment dire, au navigateur web. Il représente la page afin que les programmes puissent modifier la structure, le style, le contenu d'un document. Une page web et un document peut être affiché dans la fenêtre du navigateur ou comme source HTML. Donc là, je peux vous donner peut-être un petit exemple. Donc on a notre code source et on va voir la structure DOM qui doit être quelque part. Donc là on voit toutes les requêtes POST qui sont effectuées. Je me fais espionner d'ailleurs par Google. Ah non, c'est la traduction, j'ai rien dit. Style editor, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc on a le bootstrap. Je vais essayer de vous montrer la partie DOM qui est utilisée au quotidien en fait, hein, vous l'utilisez. Donc le CSS, là, c'est toute la partie mise en page, la base de données. Je sais plus où il est exactement, je me perds. Mais je sais qu'on a une partie DOM, un principe. Donc en gros, ça va gérer quoi? Bah, toute la structure. Vous voyez que là, cette page internet, en fait, elle a une structure interne qu'on ne voit jamais. C'est totalement transparent par l'utilisateur. Mais il y a ce qu'on appelle le padding. C'est des blocs, en fait, hein, des briques qui sont ajoutées et qui forment bah, la page web qu'on est en train, grosso modo, de regarder. Donc ça, c'est intéressant. Et on voit qu'on a les couleurs, on a tout ce qui est gestion au niveau des CSS, et j'en passe et des meilleurs. Donc tout ça, c'est géré par la structure DOM. On va faire simple. J'arrive pas à vous trouver là, mais c'est le Document Object Model. Donc maintenant, on va voir les payloads au niveau des charges utiles XSS. Donc on peut faire différents trucs. Certaines sont marrantes, certaines sont moins marrantes. Surtout si ça vous arrive. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, n'oubliez pas que les scripts intersites sont une vulnérabilité qui peut être exploitée pour exploiter du JavaScript malveillant, mais pas que, sur la machine d'une victime. On va découvrir plusieurs types de charges utiles qu'on peut utiliser. Donc, les pop-up, on peut afficher par exemple et créer une pop-up sur le navigateur d'un utilisateur. Je vais vous montrer un exemple très simple. Voilà, sur notre machine. Voilà, je vais faire une reflected, parce que là c'est une reflected. Et là, vous voyez que bah, j'ai plusieurs possibilités. Je peux faire un script Java pour afficher bah, une alerte.
Ensuite, on met un message. euh, et donc, ça va être interprété par le JavaScript. Et tout simplement, bah, il va nous faire pop-up notre message. Donc, comme souvent, script et une balise fermante. Vous voyez que le seul distinguo qu'on sait début, fin, eh ben, c'est le slash. Le slash script, ça ferme le code. Et donc, l'interpréteur JavaScript va, sait qu'il y a ces données-là, ces chaînes de caractères qu'il va devoir interpréter et exécuter le code. Et le code, c'est quoi? Bah, c'est alert, qui est une fonction codée, une méthode en fait qui permet d'appeler un message. Alerte, c'est comme une sorte de print, et ça va prendre quoi? Ça va prendre un truc qui est entre parenthèses. Donc là, ça dit au JavaScript, bah écoute, t'affiches une pop-up et tu m'affiches la chaîne de caractères qui est là. Donc la chaîne de caractères, c'est quoi? Bah c'est coucou, je suis un hacker, et elle est composée bah, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25. Donc 25 caractères, il y a 3 caractères spéciaux, donc bah 22 caractères normaux, 3 spéciaux, c'est les blancs, espace, ça compte pour un caractère. Là aussi, il y en a un. Là aussi, ah non, il y en a 4, pardon. Donc il y en aura 21 normaux. Ça dit, vas-y, tu l'affiches. Et là, qu'est-ce que ça fait? Bah, coucou, je suis un hacker. Pareil, voilà que c'est tout à fait possible de jouer avec les paramètres. Le keyword, si je reviens proprement, entre guillemets, avant, bah, vous voyez qu'on avait term from Earl, c'est ce qui est affiché ici. Eh ben, je le dégage, pardon. Et après la valeur, vous voyez keyword, elle attend une valeur. Là, la valeur par défaut, c'est terme sera l'URL, 3 petits points. Ben, je la remplace et j'ouvre mon script et je recommence. C'est tout à fait possible de le faire également dans l'URL. C'est ça que je veux vous montrer. Voilà. Et là, si je mets bien ça, que ça soit bien balisé, vu que c'est un langage balisé. Et là, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas ce temps? Qu'est-ce que j'ai pris? Putain, des gens. Voilà. Là, vous voyez que ça marche aussi, c'est fonctionnel, on n'a pas besoin. Donc on peut utiliser à la fois des champs, comme on peut utiliser directement l'attaque vers, bah, une URL, et modifier l'URL. Donc c'est pareil, il nous demande d'afficher hello, c'est ce qu'on va faire. Donc là, qu'est-ce que j'ai à faire? Bah, j'ai juste à modifier ma requête. Je vais mettre hello, hello. Mais je peux aussi afficher bah, tout simplement bah, mon adresse IP. Mon adresse IP, c'est quoi? Bah, ça sera 10, 11, 26, 90. Voilà, fiche.